Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. J'anime cette conférence grand public consacrée au coronavirus des animaux et des hommes, faits et méfaits. Bonjour professeur Hubert Laude. Bonjour Marc. Voilà, donc je suis Marc Gozlan, je suis journaliste médico-scientifique, je collabore régulièrement au Monde et au journal suisse Le Temps. J'ai été à un moment donné correspondant du journal The Lancet et également collaborateur du site internet Medscape, leader mondial de l'information médicale. Et vous me connaissez peut-être en tant que blogueur, site hébergé par le site web du Monde. Le nom de mon blog, Réalité biomédicale, au pluriel, Réalité biomédicale. Hubert Laude, on va vous présenter. Vous êtes un virologiste connu sur le plan international. Vous êtes docteur vétérinaire. Vos domaines d'expertise sont la virologie médicale. Vous avez énormément publié sur un coronavirus animal qui infecte le porc. Vous êtes également un spécialiste des maladies à prions, l'agent des encéphalopathies spongiformes, et vous êtes également un expert en génie génétique. Vous avez dirigé pendant de longues années l'unité INRA de virologie, immunologie moléculaire à Juillan-Josas, et vous êtes donc directeur de recherche honoraire à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Vous êtes également membre titulaire de l'Académie vétérinaire de France et vous êtes membre correspondant de l'Académie agriculture de France. Membre aussi. Très bien. Voilà, donc je suis très heureux de partager et d'animer cette conférence que vous avez intitulée Faits et méfaits, tout un programme. Je vous laisse donc la parole, Hubert Laude. Merci Marc Gozlan pour cette présentation. Je suis bien sûr très touché que le comité d'organisation des journées francophones m'ait confié cette présentation. C'est un honneur pour un virologiste qui a déjà nettement dépassé la date de péremption, mais je le prendrai, si vous voulez, comme une reconnaissance de l'équipe que j'ai eu la chance d'animer sur cette thématique par le passé. Sur cette première planche retrace les grands traits des circonstances d'apparition de la pandémie, de cette pandémie qui nous dévaste. Même si on ne lit pas le chinois, on voit bien qu'il se passe quelque chose en 2019 en Chine. En effet, c'est dans la mégalopole de Wuhan que le 1er décembre 2019 est observé toute une série de premiers cas d'une nouvelle forme de pneumonie atypique. Le 1er janvier 2020, les autorités taïwanaises alertent l'OMS, suivi quelques jours après par les autorités chinoises, et les chiffres qui suivent montrent l'emballement inexorable de cette pandémie, de cette épidémie. L'agent causal est rapidement identifié. Il s'agit d'un nouveau coronavirus qui est baptisé SARS-CoV-2 et dont la séquence génomique est postée le 10 janvier 2020, c'est-à-dire un délai extraordinairement court, extraordinairement bref, mais qu'est-ce qui n'a pas été exceptionnel dans cette épidémie? Alors, que sont les coronavirus? La définition la plus simple qu'on peut en donner, c'est qu'il s'agit de virus AARN qui sont responsables d'infections, le plus souvent digestives et respiratoires chez les mammifères et les oiseaux. Il n'y en a pas chez les reptiles, les serpents. Les coronavirus aiment le sang chaud. Alors, un bref rappel si nécessaire, l'ARN est constitué à partir de 4 bases nucléotidiques et c'est sur les instructions encodées par l'ARN que la cellule fabrique les protéines qui sont, elles, constituées d'acides aminés, il y en a une vingtaine, dont l'enchaînement détermine finalement la structure, la forme, la fonction propre à chaque protéine. Le génome des coronavirus est un ARN simple brun d'une taille qui est exceptionnellement élevée, en tout cas pour un virus ARN.
L'organisation génomique est très bien conservée au sein des coronavirus. Les seules choses qui varient, ce sont les gènes en jaune que vous voyez là et qui varient en position et en nombre selon le coronavirus. Par exemple, il y en a beaucoup plus chez le SARS-CoV-2 que dans l'exemple que je montre là. La plus grande partie du génome, en vert, là, est un locus qui code pour une gigantesque polyprotéine qui est ensuite découpée en sous-unités fonctionnelles, dont l'ARN polymérase. Les virus ne se divisent pas comme les bactéries, ils se répliquent. Et c'est précisément l'ARN polymérase qui fait ce travail et qui va fabriquer, à partir d'un premier brin d'ARN, des centaines, des milliers de copies pour former les nouveaux virions. Les gènes en bleu sont les gènes qui codent pour les protéines structurales qui constituent les virions, dont la fameuse protéine S, qui forme les spicules très proéminents qu'on voit à la surface des virions et qui donne cette apparence en microscopie électronique de couronne, d'où bien évidemment ces virus tirent leur nom, alors qu'en réalité, ils ressemblent plutôt à cela. Les coronavirus infectent un nombre très considérable d'espèces. Sans rentrer dans les détails de la taxonomie, il y a 4 genres, les alpha-coronavirus en jaune, les bêta-coronavirus qui sont beaucoup plus diversifiés, les gamma-coronavirus et les delta-coronavirus. Donc les alpha et les bêta infectent les mammifères, les gamma et les delta, les oiseaux. Donc il y a une frontière assez nette entre les deux. Il y a, quand on cherche un coronavirus, d'une façon générale, quand on cherche un coronavirus dans une espèce donnée, on en trouve un. Il y a quand même quelques exceptions. Étonnamment, les primates en font partie, des exceptions, c'est-à-dire qu'on n'a pas isolé pour l'instant de coronavirus spécifique des primates. Par contre, il y a d'autres espèces, comme le porc, par exemple, qui ont eu la main moins heureuse, puisque cet animal peut être infecté par pas moins de 5 coronavirus différents, et ce qui est assez unique, je crois, appartenant à 3 des 4 genres. Les analyses phylogénétiques qui sont bâties sur la base des séquences génomiques des coronavirus, des nombreux coronavirus dont on dispose, plaident en faveur de l'hypothèse que tous les coronavirus actuels dérivent soit d'une chauve-souris, soit d'un oiseau. Donc les coronavirus des mammifères dérivent des chauves-souris, les coronavirus des oiseaux d'un oiseau, logiquement. Et cela au cours d'un processus évolutif qui a duré environ 10 000 ans. Donc, ils ont largement eu le temps de diverger. Mais on verra que les coronavirus des oiseaux, entre les coronavirus des oiseaux et les mammifères, il n'y a pas une frontière aussi nette. J'y reviendrai plus tard. Depuis bientôt un siècle, les coronavirus sont connus comme des pathogènes majeurs en médecine vétérinaire. J'en prendrai juste 3 exemples. La première coronavirus qui a été identifiée dès 1930, c'est la bronchite infectieuse aviaire, qui est due au coronavirus IBV, qui provoque des désordres respiratoires, mais aussi urogénitaux, avec des chutes de ponte. La filière aviaire dans le monde entier et se voit infliger de lourdes pertes économiques à cause de ce virus. Ça fait quoi, quelques centaines de millions de dollars annuellement pour fixer les idées. Et c'est une virose qui est contrôlée uniquement par des campagnes de vaccination systématiques qui sont répétées année après année. Une autre maladie, c'est la gastro-entérite transmissible porcine qui est due au virus TGEV et qui provoque une diarrhée qui est souvent mortelle chez les jeunes porcelets, auxquels les élevages naisseurs payent un très lourd tribut économique, dans la mesure où ce virus, la cible privilégiée de ce virus, c'est le porcelet de moins de 2 semaines,
chez lesquels le pourcentage de mortalité peut atteindre pas loin de 100%. Ce que vous voyez à droite, ce sont des villosités intestinales de porc. Et chez les animaux qui sont infectés par le virus, vous voyez cette atrophie extrêmement marquée des villosités intestinales qui sont bien sûr responsables des désordres entéritiques qui sont observés. Un épisode qui mérite d'être mentionné, c'est l'émergence spectaculaire du PRCV, le coronavirus respiratoire porcin, qui dérive très directement du virus TGEV. C'est un virus qui provoque des symptômes respiratoires discrets ou absents. En 1984, ce sont des collègues belges qui se sont aperçus qu'il y avait un certain nombre d'élevages porcins qui se séroconvertissaient vis-à-vis du virus TGEV, alors même qu'il n'y avait aucun épisode de diarrhée n'avait été observé dans ces élevages. L'agent causal a été isolé, ils l'ont multiplié en culture. Il s'agit donc du PRCV. Et ce virus, dans les années qui ont suivi, a diffusé du nord du Danemark au sud de l'Espagne en séroconvertissant pratiquement, en infectant pratiquement l'ensemble du cheptel porcin européen. Et quasi simultanément, on a assisté à la quasi-disparition de la gastro-entérite transmissible qui ne sévit plus guère en Europe qu'à l'état de menace. Donc je reviendrai sur cette histoire plus loin. Et je parlerai enfin, le troisième exemple, de la péritonite infectieuse féline qui est due au virus FIPV. C'est une maladie systémique, inexorablement mortelle, pour laquelle il n'y a ni traitement ni vaccin, qui sévit sous différentes formes cliniques, mais l'une d'entre elles se caractérise par des accumulations acétiques très considérables. Vous voyez ici sur ce cliché ce malheureux chat qui est véritablement transformé en pied de lampe. Et ce virus dérive très directement du coronavirus félin, FECV, qui est présent chez de nombreux chats. Et chez certains individus, ce virus se transforme, acquiert un biotype hypervirulent sous l'effet de mutations qui touchent notamment le gène de la protéine S. On peut donc, pour résumer les choses, en conclure que les coronavirus peuvent se montrer extrêmement hautement contagieux, qu'ils peuvent provoquer tout un spectre de désordres pathologiques qui vont bien au-delà de la sphère respiratoire et digestive, et cela fait naturellement écho à ce qu'on a appris à nos dépens de la Covid, qui n'est, comme l'a bien dit Astrid Vabray ce matin, pas seulement une maladie respiratoire. Et j'ajouterai aussi qu'il n'y a pas, pour mémoire, qu'il n'y a pas de transmission connue à l'homme d'un coronavirus infectant un animal domestique, en tout cas dans la période contemporaine. Contrairement au coronavirus d'intérêt vétérinaire, les coronavirus humains n'ont longtemps été connus, en tout cas jusqu'à 2002, que comme des agents responsables de rhume banal, au même titre que d'autres virus respiratoires saisonniers, comme les rhinos ou les adénovirus. On en connaît 4, 2 alpha, 2 bêta, dont 2 ont d'ailleurs été découverts après la survenue du SARS en 2002, comme vous pouvez le voir sur cette frise temporelle qui rapporte les années de découverte de ces différents coronavirus humains. On admet actuellement que ces coronavirus saisonniers, non pneumopathogènes, ont fait irruption dans l'espèce humaine au cours des siècles passés, à partir de réservoirs vraisemblablement d'origine zoonotique, chauves-souris, peut-être rats, et par l'intermédiaire d'autres intermédiaires suspectés, comme par exemple le bovin, ou le chameau, ou le dromadaire, pardon. Et c'est d'ailleurs intéressant de signaler que l'un de ces virus, le HCV 229E, circule encore chez les dromadaires à l'heure actuelle. Donc, avec ces 3 coronavirus pneumopathogènes, le SARS en 2002, le MERS en 2012
et le Covid et le SARS-CoV-2 en 2019. La liste se monte donc présentement à 7 coronavirus qui sont tous le résultat d'une introduction après un événement de transmission zoonotique. Et il faudrait s'arranger dans l'avenir pour que cette liste n'augmente pas trop, ou en tout cas pas trop vite. Que sait-on du passage à l'homme et de la transmission interhumaine du SARS, des coronavirus SARS et MERS? Eh bien, dans les deux cas, le virus progéniteur est un virus de chauve-souris, la chauve-souris rhinolophe fer à cheval, dans le cas du SARS-1 donc, et la sérotine du Cap dans le cas du MERS. Ces deux virus circulent plus ou moins silencieusement dans les populations de chauves-souris, puis se transmettent à l'homme dans le cas du SARS via la civette palmiste comme intermédiaire, peut-être aussi le chien vivrin, et dans le cas du MERS, le dromadaire. Ici, on peut peut-être apporter une précision sémantique, c'est que, étant donné que la propagation des virus SARS 1 et 2, la propagation est exclusivement interhumaine, ces virus ne sont plus, enfin ces maladies, ces virus ne sont pas des zoonoses, comme on l'entend dire parfois, ce sont des maladies d'origine zoonotique. Dans le cas du MERS, l'affaire est un peu différente parce que la plupart des transmissions interhumaines sont limitées en dehors du contexte hospitalier où il y a eu d'énormes clusters, mais résultent plutôt d'une transmission continue, sporadique, de dromadaire à l'homme. Et dans ce cas-là, le MERS mérite le qualificatif de zoonose. Finalement, un cas assez isolé ou un cas assez unique actuellement de transmission d'un coronavirus animal à l'homme. S'agissant de la transmission du SARS-CoV-2 à l'homme, alors là, il y a beaucoup plus de zones d'ombre. Le réservoir animal est presque certainement la chauve-souris rhinolophe dans la mesure où on a isolé chez ces souris des virus qui sont génétiquement proches, mais il y a seulement quand même il n'y a que 96% d'homologie, donc ça représente encore plusieurs dizaines d'années de divergence. Et donc, si on se place dans le contexte d'une origine naturelle du SARS-CoV-2, on est face à deux scénarios possibles. Premier scénario, il y a transmission à partir d'une chauve-souris rhinolophe que l'on n'a pas encore échantillonnée. Ou deuxième scénario, il y a un hôte intermédiaire qu'on n'a toujours pas trouvé. Alors, on pourrait considérer que le SARS et le MERS, rétrospectivement, ont été des alertes quant au potentiel épidémiogène des coronavirus. On pourrait cependant considérer qu'il y a eu non pas 2, mais 3 alertes, en tout cas c'est ce que je pense. En effet, en 2017-2019, il y a des foyers de diarrhée virale assez importants qui sont apparus dans les élevages porcins dans 2 provinces chinoises, dont l'une est celle-là même où le SARS-CoV-1 est apparu en 2002. C'est pas une petite affaire, hein. Il y a eu pas loin de 40 000 porcs au tapis. Et l'agent étiologique qu'on a appelé le SADS n'est ni plus ni moins qu'un alpha-coronavirus qui est étroitement apparenté, vous voyez qu'il y a 98% d'identité à un virus appelé HKU2 et qui infecte une chauve-souris encore rhinolophe. On ne peut être que frappé par les similitudes circonstancielles d'apparition du SARS et des 2 SARS, et ceci est d'autant plus préoccupant que, en laboratoire, ce virus est capable d'infecter pas mal de types de cellules, des cellules de différentes espèces, y compris des cellules humaines. La protéine S est celle qui
reconnaît le récepteur cellulaire et qui permet donc l'entrée du virus dans les cellules cibles. Ici, vous voyez la structure tridimensionnelle du spicule, du SARS-CoV-2 en l'occurrence, mais tous les coronavirus ont la même organisation. C'est la région renflée, proéminente, là, renflée à l'extrémité du spicule, qui est impliquée dans la reconnaissance du récepteur cellulaire, la région qu'on appelle S1. Les coronavirus reconnaissent différents récepteurs, cela implique différents domaines et au sein de ces domaines, différents motifs. Par exemple, le domaine cerclé en vert est capable d'interagir, selon les coronavirus, avec 3 protéines, ACE2, qui est le récepteur des 2 virus SARS, l'aminopeptidase N et la peptidase DPP4 dans le cas du MERS. Et ce qu'on voit, c'est que des coronavirus appartenant à un même genre sont capables de reconnaître des récepteurs cellulaires différents et inversement, des coronavirus d'un genre différent sont capables de reconnaître le même type de récepteur, la même molécule. Il y a un cas typique d'évolution convergente. Il y a un autre domaine qui est intéressant, c'est le domaine en bleu, qui est lui aussi capable d'interagir avec certaines molécules de la surface cellulaire, comme par exemple des résidus sucrés. Et ce domaine est un domaine que je qualifierais de labile, dans la mesure où il peut disparaître. Lorsque nous sommes intéressés au virus entéritique TGEV et au virus PRCV respiratoire dont je vous ai déjà parlé, nous avons séquencé ce virus PRCV pour savoir quelle était la différence avec le virus dont il dérivait. Les 2 virus sont extrêmement proches génétiquement, indistinguables par les techniques de sérologie classique. Et la principale différence que nous avons trouvée, c'est une perte d'informations génétiques qui aboutit notamment à la perte totale de ce domaine en bleu, c'est-à-dire en gros 15% de la protéine. Donc ça veut dire que la protéine S est capable de se délester complètement de ce domaine sans perdre, dans le cas de ces virus, et c'est la même histoire chez d'autres coronavirus, sans perdre son caractère très contagieux. Il y a un virus de chauve-souris chez lequel ce domaine est non pas perdu, mais redoublé. Donc c'est vraiment un domaine très variable. La protéine S, comme je vous l'ai dit, est celle qui reconnaît les cellules cibles, et bien évidemment à ce titre, elle est responsable de la spécificité d'hôte et du tropisme de tissu. Donc le nombre d'espèces que les coronavirus sont capables qu'un coronavirus donné est capable d'infecter, et du tropisme de tissu. Et je voudrais illustrer ce dernier point en vous montrant ceci, qui est que lorsque nous avons découvert que l'APN était le récepteur du virus TGEV, bien sûr, nous nous sommes posé la question de savoir dans quel tissu, dans quelle cellule était exprimée cette molécule APN. Ce que vous voyez ici sont des villosités d'intestin grêle de porc, dans un cas infecté, et colorées soit par un anticorps antivirus, soit par un anticorps anti-APN. Et vous voyez que les sites d'expression de l'APN à la surface des villosités coïncident exactement avec les sites d'infection du virus. Les cellules à l'intérieur, là où il n'y a pas d'APN, ne sont pas infectées. Le gros intestin où le virus ne se réplique pas n'exprime pas l'APN. À quoi est due l'évolution quels sont les mécanismes moléculaires qui sous-tendent l'évolution génomique des coronavirus et qui sont responsables, qui sont à l'origine d'une part de leur diversité, d'autre part de l'apparition continuelle, pourrait-on dire, de souches nouvelles et de souches dotées de propriétés biologiques et pathologiques nouvelles. Ce sont d'une part les mutations, mutations ponctuelles, c'est-à-dire lorsque une base est remplacée par une autre dans la chaîne d'ARN.
mutation qui est due à une erreur d'incorporation de l'ARN polymérase. Les ARN polymérases des virus ARN sont moins fiables que les ADN polymérases, pardon. Et pourtant, fait unique chez les virus ARN, les coronavirus disposent d'une fonction correctrice d'erreur qui est portée par la protéine NSP14 et qui fait que les coronavirus mutent à peu près 2 à 3 fois moins vite que le virus influenza. Et on oublie souvent qu'un certain nombre de mutations sont dues à un processus d'édition génomique qui est lié à des défenses cellulaires face à des ARN exogènes, et de sorte que même si l'ARN polymérase ne faisait aucune erreur, il y aura tout de même des mutations dans le génome. Bref, au bout du compte, il y a grosso modo une mutation par génome et par cycle, ça fait beaucoup, mais seule une partie de ces mutations sera transmise dans la population. Si on séquence les virus qui sont présents chez un individu en infection aiguë par le SARS-CoV-2 par exemple, on va trouver un génome majoritaire et quelques variants dont seule une partie rentreront dans la population générale et deviendront visibles. Ce sont des mutations qui se sont fixées suite à un événement fondateur, le hasard, ou un avantage sélectif, compétitif, conféré par la mutation aux variants. Les virus qui ont un génome segmenté comme l'influenza ont la possibilité de faire du réassortiment génétique en empruntant tel ou tel segment à une autre souche. Chez les virus ARN dont le génome est d'un seul tenant, c'est un autre mécanisme qui peut intervenir, qui est la recombinaison intergénomique et qui se réfère au fait qu'il arrive qu'en cours de synthèse, l'ARN polymérase saute du brin qu'elle est en train de copier à un autre brin, tout en restant attachée au brin qu'elle est en train de synthétiser, de sorte que on aboutit à un certain nombre de génomes qui sont des génomes chimériques entre les deux virus parentaux. Et c'est une gymnastique auquel les coronavirus s'adonnent avec agilité. On peut montrer en laboratoire que lorsqu'on co-infecte une culture de cellules avec deux virus identiques mais portant chacun un marqueur différent, à peu près jusqu'à 25% de la progénie peut être un virus recombinant. Donc je dirais pour résumer cela que les coronavirus mutent relativement lentement mais recombinent facilement. Et quelques exemples pris dans le monde vétérinaire vous montreront que ce phénomène est effectivement à l'œuvre sur le terrain. Pour peu que un autre puisse être infecté, bien sûr, par deux virus différents. Les coronavirus canins et félins sont très proches les uns des autres et on peut observer que certains coronavirus félins, ont un gène S de virus canin et inversement. Un autre exemple est celui qui a été observé dans des élevages italiens, presque sous nos yeux, élevages dans lesquels circulent les deux coronavirus entéropathogènes du porc TGEV et PEDV, et on voit qu'un certain nombre de souches atypiques sont le résultat d'une recombinaison entre ces deux virus avec un génome de TGEV et une protéine S de PDEV. Et je pourrais citer également deux autres exemples dans le cas des coronavirus aviaires. D'une part, la bronchite infectieuse, où on observe souvent, donc chez lesquels je vous ai dit, il y avait des campagnes de vaccination systématiques, et on observe assez régulièrement des recombinants, parfois des multi-recombinants entre les souches sauvages et les souches vaccinales atténuées. Et il y a d'autre part le coronavirus entéropathogène de la dinde, qui est le fruit d'une recombinaison entre le génome du virus IBV, qui n'est pas pathogène chez la dinde, avec un gène S provenant d'un coronavirus inconnu de l'avifaune.
Plus anecdotiques, ce sont des exemples alors là c'est à l'échelle de l'évolution, hein, des exemples de recombinaisons illégitimes, dits illégitimes, par exemple chez certains coronavirus, comme le coronavirus bovin, la présence d'une seconde couronne de spicules, que vous voyez ici en jaune, et qui est due vraisemblablement à un phénomène de capture de gène d'un gène cellulaire ancestral. Et il y a d'autres exemples avec notamment un coronavirus de chauve-souris dans le génome duquel il y a un bout de génome d'orthoréovirus. Les vertébrés volants sont les réservoirs naturels des coronavirus. Chez les chauves-souris, il y a à peu près 1250 espèces qui sont répertoriées et des études, des enquêtes, des investigations métagénomiques. Alors, métagénomique, c'est quand on séquence la totalité des séquences des acides nucléiques qui sont présents dans un échantillon donné, que ce soit un tissu ou des fesses. Bien, ces études ont montré qu'on pouvait estimer le nombre de coronavirus chez les chauves-souris à plusieurs milliers. 35% des virus de chauve-souris seraient des coronavirus. Une majorité de genres de chauve-souris est infectée à la fois par des alpha et des bêta coronavirus. Lorsqu'on compare l'arbre taxonomique des chauves-souris et l'arbre phylogénétique des coronavirus, ils sont généralement assez superposables, ce qui montre que chaque coronavirus est inféodé à une ou quelques espèces de chauves-souris. Mais ces études ont également révélé qu'il y avait eu de très nombreux sauts d'espèces intra- et extrafamiliaux, notamment chez les alphavirus. Et d'autre part, ces études ont montré qu'il y avait très souvent des événements de recombinaison entre les sarbécovirus. Les sarbécovirus, c'est le sous-genre auquel appartiennent, le sous-genre de bêta-coronavirus auquel appartiennent les virus SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2. Alors, pas d'inquiétude, il suffit juste de regarder les couleurs rouge et bleu. À gauche, vous avez un arbre phylogénétique qui a été dressé à partir de séquences qui sont très conservées chez les coronavirus. Et à droite, un arbre phylogénétique qui a été dressé à partir de séquences de la protéine S, et notamment la séquence qui est celle qui permet la reconnaissance du récepteur. Et on voit qu'il y a des coronavirus qui sont utilisateurs du récepteur ACE2, d'autres en bleu qui ne le sont pas, et que la position de ces virus sur les deux arbres n'est pas la même, ce qui veut dire qu'un certain nombre de coronavirus, de sarbécovirus, qui ne sont pas utilisateurs d'ACE2 deviennent utilisateurs d'ACE2 par recombinaison. Chez les oiseaux, il y a encore plus d'espèces, environ 10 000. Et chez les gamma-coronavirus, ces virus infectent à la fois des oiseaux domestiques et sauvages, mais aussi des cétacés. Ce qui montre que la barrière n'est pas absolue, comme je vous le disais. Bon, ça veut dire que ces deux types de coronavirus sont génétiquement assez éloignés, mais ça veut dire quand même qu'il y a eu un ou des hôtes ancestraux qui étaient capables d'infecter les deux types d'espèces. Plus intriguant est le cas des delta coronavirus qui infectent majoritairement des passeriformes, mais aussi des carnivores sauvages comme le chat léopard, le blaireau furet et le porc. Et chez cet animal, dans des élevages porcins, il y a eu aux USA en 2014 des épisodes de diarrhée pour lesquels l'agent causal a été caractérisé et il s'agissait surprenamment d'un delta coronavirus. Alors d'où sort ce fichu virus? Ben, figurez-vous que le virus le plus proche, c'est un virus qui a été trouvé chez la caille. Lequel virus? Bon, il y a à peu près 98, si je me souviens bien, 98% d'homologie au niveau génétique, au niveau génomique, pardon.
Et ce virus de caille est lui-même issu d'une recombinaison entre un coronavirus qui infecte le bulbule et un coronavirus qui infecte le moineau. Et encore plus surprenant, ce virus isolé chez le porc, administré à des dindonneaux ou à des poulets, est capable de provoquer une diarrhée qui, de plus, chez le dindonneau, est transmissible d'individu à individu. Donc c'est vraiment un exemple assez étonnant de transmission d'un coronavirus de mammifère à un oiseau. Alors, les chiroptères et les espèces de l'avifaune partagent de nombreux traits comportementaux et physiologiques. Comportementaux, ben bien sûr, c'est le vol à distance, c'est le fait d'utiliser en grand état de promiscuité des nichoirs communs, mais aussi des caractères physiologiques qui font que la plupart du temps, ces infections sont silencieuses chez les souris et chez les chauves-souris et les oiseaux. Cela étant probablement lié à certaines caractéristiques du système immunitaire, inné ou adaptatif, notamment une synthèse continue d'interférons. Étant donné que le virus SARS-CoV-2 a circulé de façon extraordinairement active, la question s'est rapidement posée de savoir si ce virus pouvait passer de l'homme à l'animal. Alors on connaît en grand détail l'interface physique qui existe entre la protéine S du SARS-CoV-2 et la protéine et le récepteur ACE2 humaine. Et partant de là, il était possible de voir comment cette interface évoluerait lorsque remplace l'ACE2 humaine par la protéine orthologue d'une espèce animale donnée. Et j'ai été très surpris de le constater. La séquence de l'ACE2 est connue chez plus de 200 espèces animales. Et ce type d'approche a permis de prédire, disons, quelles espèces pouvaient être résistantes ou sensibles avec, il faut bien le reconnaître, plus ou moins de bonheur, mais en tout cas, à partir de ces prédictions par ordinateur, on savait déjà que un nombre substantiel d'espèces animales seraient potentiellement infectables par le SARS-CoV-2. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Les observations se sont ajoutées les unes aux autres. D'abord, le chien et le chat contaminés par leur maître. Il faut voir qu'en Lombardie du Nord, par exemple, suite à la première vague en Italie, près de 3 à 4% des chats et des chiens tout venant, c'est-à-dire pas provenant seulement de maîtres qui ont été infectés par la Covid, avaient des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2, donc c'est quand même pas rien. Les félins de zoo sont contaminés par leurs soigneurs, les visons d'élevage par l'éleveur, etc. Il y a eu aussi, bien sûr, des infections expérimentales pour savoir si telle ou telle espèce était réceptive. Les porcs et les bovins sont très peu réceptifs, très peu permissifs, ouf. Par contre, les primates, sans surprise, le sont, ainsi que le hamster. Et ces deux animaux sont maintenant des modèles expérimentaux qui sont très largement utilisés. Le chien vivrin, qui est élevé dans d'énormes fermes en Chine pour leur fourrure, est également une espèce très sensible. Bon, je passe vite, hein, mais l'infection peut être soit clinique, soit subclinique, comme chez les cas, les mustélidés et les vivéridés tombent malades. Et la transmission peut être soit un cul-de-sac, comme c'est le cas pour le chien et le chat, encore que chez le chat, il y a des transmissions interindividuelles, ou bien il y a des transmissions interindividuelles, comme c'est le cas notamment chez les mustélidés et les vivéridés, qui sont vraiment deux espèces très vulnérables au SARS-CoV-2. Alors, je m'attacherai surtout au vison, qui a été l'espèce qui a payé le plus lourd tribut au SARS-CoV-2. Au Danemark et aux Pays-Bas, il y a eu de très nombreux élevages de visons qui ont été infectés par le SARS-CoV-2.
Et lorsque le virus passe de l'homme au vison, il y a des mutations qui se produisent notamment dans la protéine S, des petites mutations d'adaptation dues au changement d'hôte. Et l'étude de ces mutations a permis de montrer d'une part que c'était bien, qu'il y avait eu différentes introductions, donc c'était bien l'éleveur et pas un passage d'élevage de vison à élevage de vison. Deux, que la transmission individuelle au sein des visons était extrêmement efficace. Et trois, que ces variants de vison pouvaient passer en retour à l'homme. Heureusement, ces variants n'ont pas diffusé dans la population, mais toujours est-il que le gouvernement danois notamment a décidé d'un abattage massif de ces élevages. Il y a à peu près 15 millions d'animaux qui ont été abattus. D'ailleurs, en gros, c'est l'éradication de l'élevage de visons au Danemark, au moins pour une année. Et ça a donné, bien sûr, lieu à des manifestations assez importantes d'éleveurs dans les rues de Copenhague. C'est quand même 6 000 emplois à la clé. Donc, il y a bien possibilité d'infection par le SARS-CoV-2 d'espèces domestiques, synanthropiques ou sauvages. Et bien sûr, il faudra et il y a déjà des investigations ad hoc qui devront documenter ce point et vérifier si oui ou non un risque théorique, j'insiste pour l'instant, d'endémidation dans une espèce animale donnée existe ou non, ce qui serait bien sûr de nature à affecter le contrôle futur de l'épidémie de Covid. Je terminerai par quelques diapositives sur l'évolution du SARS-CoV-2 chez l'homme et l'apparition des variants. Bon, je crois que chacun est conscient de l'importance qu'a eu la surveillance génomique dans la surveillance de la dynamique de l'épidémie et de l'apparition de variants notamment. Actuellement, il y a plus d'1 million de génomes qui ont été séquencés. Donc c'est quand même assez énorme. Et je voudrais faire une parenthèse qui est que dans les années 87-88, lorsque nous avons entrepris de séquencer le génome du SARS-CoV-2, nous avons mis exactement 2 mois à 2 pour séquencer un peu plus du tiers du génome. Donc on voit le bond technologique considérable qu'a fait l'activité de séquençage. Et c'est précisément cette activité combinée à un partage de données, qui permet de dresser ce type d'arbre dans lequel on voit que finalement le SARS-CoV-2 n'a pas évolué comme un fou. Il y a à peu près 2 mutations par mois et par lignage. Finalement, il n'y a pas eu d'événement notable pendant toute l'année, pendant toute une année, à partir de décembre 2019, sauf un événement qui s'est produit très tôt dans l'épidémie et qui est apparu d'ailleurs en Chine, qui est la mutation qu'on appelle D614G, qui veut dire qu'à la position 614 de la protéine S, il y a un acide aspartique qui est remplacé par une glycine, G. Et on voit sur ce panneau le remplacement du virus parental par le variant G614 suite à un effet fondateur associé sans doute à une légère augmentation de la transmissibilité. Les experts disent que c'est toujours difficile de distinguer entre les deux événements, mais on peut penser légère dans la mesure où on n'a pas eu l'impression qu'il y avait une épidémie dans l'épidémie. Par contre, à partir de la fin de l'année, a commencé à apparaître toute une série de mutants avec un nombre beaucoup plus grand de mutations dans le génome et notamment dans la S. Et on voit ici d'ailleurs le variant dit britannique qui pointe le bout de son nez. Donc ce variant britannique que les Britanniques appellent le variant du Kent et que les habitants du Kent appellent le B117, non je plaisante, mais à moitié. Il a diffusé en Angleterre à partir de la fin de l'année 2020
Et vous voyez que, alors que le nombre de cas, c'est la courbe en rouge, diminue, il y a une augmentation du nombre de patients qui sont infectés par ce variant. Sur le panneau du bas, vous voyez la diffusion spatio-temporelle du variant dit sud-africain, qui est tracée grâce précisément à des activités de séquençage génomique. Et c'est assez impressionnant, de précision. Donc là, j'ai indiqué, on se trouve maintenant face à une véritable ménagerie de variants. Donc j'ai indiqué les deux premiers apparus. Vous voyez les différentes mutations présentes sur la séquence linéaire de la protéine S et qui sont pour un certain nombre, enfin pour la plupart dans le domaine S1, et un certain nombre touchent le domaine qui se fixe au récepteur. Et j'ai replacé ici un certain nombre de ces mutations sur la structure tridimensionnelle du spicule, en tout cas la partie globulaire. Et vous voyez que, et en fait, ce que ça montre, c'est que bon nombre de ces mutations touchent des domaines de la protéine, des épitopes qui sont en fait inducteurs, qui sont des domaines majeurs de l'induction des anticorps neutralisants. Alors, quels sont les traits qui peuvent être préoccupants chez ces variants? Eh bien, bien évidemment, c'est la surcontagiosité. Lorsque les variants apparaissent dans un pays donné, il est souvent trop tard, parce que si la séquence le voit, c'est qu'il a commencé à circuler largement dans la population. Et au laboratoire, on peut mettre en évidence un certain nombre de caractéristiques biologiques ou physiques qui expliquent, ou physico-chimiques, disons, qui expliquent cette transmissibilité augmentée, par exemple sur un modèle animal, une réplication accrue dans les voies aériennes, ou bien alors une affinité augmentée de la protéine S du variant avec le récepteur ACE2. Une autre caractéristique est ce qu'on appelle l'échappement antigénique, qui s'explique par ce que je viens de vous dire à l'instant sur la situation des mutations dans des domaines qui sont impliqués dans la production, dans l'induction d'anticorps neutralisants. Donc là, vous voyez, dans le sérum de personnes qui ont été vaccinées par 2 vaccins, la baisse de réactivité des anticorps neutralisants, notamment vis-à-vis du variant sud-africain, qui pourrait laisser penser que le degré de protection accordé par ces vaccins vis-à-vis de certains variants pourrait être affaibli, sachant quand même que ce qui compte, c'est pas le taux absolu d'anticorps neutralisants, mais c'est la quantité nécessaire et suffisante d'anticorps neutralisants pour accorder une protection, et sachant aussi qu'il y a d'autres bras de la réponse immunitaire, notamment la réponse cellulaire. Un autre aspect, c'est la virulence accrue. Donc vous voyez dans ce panneau le résultat d'une étude, la première parue, qui était une étude assez robuste, sur pas loin de 100 000 patients, avec la moitié infectés par le fameux variant B117, et qui montre, à partir du 14e jour, une distanciation entre les deux courbes, la courbe violette étant celle des patients infectés par le variant dit britannique et qui montre un certain taux de surmortalité. Bon, les auteurs eux-mêmes laissaient penser dans leur article qu'il pouvait y avoir un certain biais concernant un certain biais méthodologique en raison de la cohorte utilisée. Et effectivement, les études qui ont suivi ont montré, enfin n'ont pas confirmé ces données, ce qui montre quand même que c'est une question assez complexe à documenter. Plus intriguant est le cas et l'apparition chez des chiens infectés par le variant dit anglais de cas de cardiomyopathie. Ça a été montré par une étude franco-anglaise, une équipe d'ailleurs qui réside à Montpellier. Et enfin,
le dernier aspect que je voudrais évoquer, c'est celui de la transmission de variants de l'homme à l'animal, et qui est là aussi le résultat d'une étude française récente, et qui résulte de la transmission à des lignées de souris de différents virus, dont 3 variants et la souche parentale. La souris est très difficilement, peu ou pas infectable par la souche parentale. En revanche, vous voyez qu'avec les 2 variants sud-africains et brésiliens, il commence à y avoir une réplication assez marquée au niveau des poumons. Bon, il n'y a pas d'alarme, notamment le virus ne se transmettait pas de souris à souris, mais je pense quand même qu'il faudra intégrer ce genre de données lorsqu'il s'agira de voir s'il y a passage ou non du SARS-CoV-2 à certaines espèces animales. Alors, on va se trouver dans une phase maintenant de l'épidémie, et ce sera ma dernière diapositive ou presque, qui est qu'il y a à la fois une circulation intense de virus et une proportion de plus en plus importante de la population qui a été immunisée, soit naturellement, soit déçue d'une vaccination. Ce que je voudrais juste souligner là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une vaccination massive pour voir des variantes d'échappement antigénique se manifester. Comme le montre cette étude récente sur un coronavirus, sur le coronavirus HCV229E, qui infecte les populations humaines hiver après hiver. Donc déjà, on retrouve à peu près la même chose, c'est-à-dire des mutations qui s'accumulent principalement dans la région S1 et principalement dans les boucles de liaison récepteurs. Et sur le panneau du bas, vous voyez des tests de neutralisation qui ont été réalisés avec différents sérums qui ont été prélevés dans les années, mettons, 85-87, et dont on étudie l'activité neutralisante vis-à-vis, si j'ose dire, des virus qui apparaîtront dans le futur. Et vous voyez qu'au fil des années, cette activité, chez la plupart des patients, diminue ou se perd. Bon, je terminerai par un clin d'œil, qui est que j'ai recherché pour clore mon intervention une citation sur le masque, et j'ai trouvé une citation d'Antonin Artaud qui dit qu'une épidémie fait tomber le masque. Donc on voit bien ce qu'il a voulu dire au sens figuré, mais dans la réalité, les choses se passent un peu différemment. Cela dit, restons optimistes parce qu'un jour, sans doute, il sera possible de faire tomber le masque au sens propre. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment pour cette présentation, Hubert Laude, excessivement riche, dense, informative. Je peux vous dire qu'elle a suscité énormément de questions. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous êtes près de 900 à être connectés en ce moment même à cette conférence grand public, et je vous en remercie. Alors, je vais vous poser une question qui nous est posée par Martine. De quand datent les premières observations en microscopie électronique du coronavirus? Oui, je vous ai montré un cliché qui était le premier coronavirus humain. En fait, c'est pas le premier cliché de coronavirus qui a été obtenu, puisqu'il y avait le virus de la bronchite infectieuse aviaire avait été déjà isolé et vu au microscope électronique. Voilà. Donc, ça date probablement de quelques années avant 1967. Donc, c'est la date que j'avais mise sous le cliché. Et dans le cas du coronavirus humain, d'ailleurs, c'est une histoire intéressante. C'est une astuce qu'avait utilisée June Almeida, qui était que lorsqu'on cherche à identifier un agent causal uniquement par son aspect morphologique tel que visualisé en microscopie électronique, on peut commettre des erreurs fameuses. Notamment, pendant un temps, on a cru que le coronavirus de la peste porcine était un myxovirus parce que probablement l'expérimentateur avait éternué sur sa grille de microscopie électronique. Et donc, pour être sûr, ce qu'avait fait Jeanne Almeida, pour être sûr que c'était bien un coronavirus qui était responsable du rhume observé chez le patient, elle avait pris le sérum du patient avant et au moment de l'infection, et elle l'avait fixé sur les anticorps des bidors, ce qui lui avait permis d'être certaine que le virus qu'elle voyait était bien le responsable du rhume qui avait provoqué la réponse immunitaire chez la personne infectée. Voilà.
pour June la Almeida, petite dont histoire. June Almeida, dont on peut dire qu'elle était technicienne de laboratoire, qu'elle n'avait Voilà. pas terminé ses études, Un parcours dont je pense qu'il pourrait complètement atypique. plus exister maintenant. Voilà, elle avait épousé un artiste vénézuélien du nom de Almeida. Elle avait fait ses recherches au Canada et elle est revenue à Londres où elle a travaillé avec David Tyrrell dans une unité qui s'occupait du virus. J'avais eu l'occasion de rencontrer cette personne à l'occasion d'un congrès qu'on avait organisé dans le précédent laboratoire à Tillers-Valgrignon, qui était notre premier congrès européen sur les virus responsables d'entérite chez les animaux. Très bien. Voilà. Voilà. Alors, les recombinaisons dont vous nous avez parlé ont généré un nombre important de questions. On vous demande de préciser, mais vous l'avez déjà fait, hein, l'importance de ce phénomène en termes de mécanismes moléculaires qui génèrent la diversité. Est-ce que vous pouvez, comment dire ce qu'il en est peut-être concernant les variants? Du SARS-CoV-2. Ah oui, d'accord. Alors, bon, déjà pour qu'il y ait recombinaison, il faut qu'il y ait deux virus différents qui infectent le même hôte. Donc, vous imaginez bien que c'est le cas, que c'est pas forcément un cas très fréquent dans le cas des variants, hein, qu'une personne soit infectée par deux variants à la fois. Mais cela dit, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Hein. Il y a eu deux ou trois préprints récents qui suggèrent l'existence d'un phénomène de recombinaison entre deux variants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus les virus sont proches, et c'est le cas des variants quand même, plus il est difficile, il faut utiliser des algorithmes assez compliqués, de certifier qu'il y a effectivement eu un événement de recombinaison, mais il est probable que ça puisse passer, simplement c'est très difficile de le voir. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation formelle qu'il y a eu des recombinaisons entre variants, par exemple. L'origine des variants étant probablement à chercher ailleurs. Bon, il y a ces phénomènes d'échappement antigénique dont j'ai parlé, et puis il y a aussi le fait que chez certains individus qui sont immunodéprimés, l'infection persiste non pas 2 semaines, mais des mois, et à ce moment-là, bien sûr, toutes les mutations ont tout le loisir de s'accumuler sur le génome, et il y a plusieurs publications qui témoignent effectivement de cela. Ensuite, le variant repasse dans la population générale et voilà, ça pourrait être une des possibilités. Une autre possibilité qu'on a rapidement abandonnée, je pense, c'est le fait que certains des variants, enfin, une partie des mutations n'aurait au départ pas été échantillonnée du fait que certains pays séquencent assez peu et donc ils seraient passés sous le radar, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la recombinaison entre des coronavirus félins et canins? Oui. Autrement dit, de la recombinaison de coronavirus qui sont spécifiques d'espèces animales différentes. Oui. Et ça fait écho à Isabelle qui me précise, est-ce qu'une personne Covid-19 peut donc transmettre le virus à son chat? Ah bah oui, ça c'est tout à fait clair. Hein. Tous les chats qui ont été infectés, il y a beaucoup de chats qui ont été infectés et de chiens qui ont été infectés par leur maître. Hein. C'est tout à fait clair. Comme je le disais, il y a des études en Lombardie du Nord qui montrent que près de 3 à 4% des chats et des chiens, tout venant, hein, pas uniquement de chats de propriétaires qui ont été infectés par le Covid, qui ont des anticorps anti-SARS-CoV-2 et donc ils ont été infectés par leur maître. Voilà. Par contre, il n'y a pas d'exemple connu, ça c'est très clair, de transmission du chat ou du chien à leur maître. Entre un coronavirus félin et un coronavirus canin, on a des exemples de recombinaison. Alors donc, vous voulez, bon, je vois où vous voulez en venir. Par exemple, admettons qu'un chien ou un chat, par exemple, soit infecté par un coronavirus félin, puis par le SARS-CoV-2. Donc deux, dans ce cas-là, deux. C'est en creux ce que je vous demandais. Bon. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'un alphavirus et d'un bêta-coronavirus. Donc, ce sont deux genres qui sont distants. Donc, la probabilité est quand même assez faible que ça donne lieu à un génome qui soit viable. Voilà.
Alors, il y a quelque chose qui a intéressé Je ne Jean-Philippe. connais pas de cas connus, décrits, de recombinaison, même si, je l'ai dit, il y a des exemples de recombinaison légitimes, mais ils sont rares. Je ne connais pas de cas décrits dans la littérature de recombinaison attestés moléculairement entre un coronavirus, entre deux coronavirus appartenant à des gens différents. Voilà. C'est très clair. Alors, j'ai une question qui vient de moi-même. Est-ce qu'on peut espérer un test PCR de criblage qui fasse enfin la différence entre le variant sud-africain et le variant brésilien, sans être forcément obligé de passer par l'étape du séquençage génomique? Alors bien sûr, techniquement, c'est très possible et j'imagine d'ailleurs qu'il y a pas mal de labos qui ont déjà ce test. La seule question, c'est le déploiement de ce test, je pense. Mais dans un avenir proche Ça, ou... je l'ignore, je ne suis pas assez proche de la clinique pour pouvoir répondre à cette question. Il faudrait euh, demander à Astrid Vabray, par exemple. Très bien. Je vois une question de Jérôme qui s'inquiète dans les pays où circulent le MERS-CoV et le SARS-CoV-2, donc en péninsule arabique, en Moyen-Orient. Qu'est-ce qui pourrait en être de la recombinaison entre ces deux virus circulants? Ben, je pense, c'est théoriquement possible. Les virus sont génétiquement différents, mais pas extrêmement éloignés. Je crois qu'il y a à peu près 80% d'identité au niveau génomique, hein. Donc, c'est quand même des virus pas tout à fait proches. Je pense quand même que la recombinaison est possible. Ça doit être un événement très rare. Et voilà, je crois que bien malin pourrait répondre en toute certitude à une telle question. Alors, vous avez évoqué le virus de la péritonite infectieuse du chat, le PIF. Qu'est-ce qu'il en est d'un traitement curatif ou d'un vaccin à ce jour? Alors, j'ai dit qu'il n'y avait pas de vaccination. En fait, il y a un vaccin qui s'appelle Primucel, mais qui n'est pas autorisé en France parce que voilà, la balance bénéfice-coût, enfin, n'est pas favorable. Donc, ce vaccin n'est pas autorisé en France. Il y a pas de traitement, encore que j'ai cru entendre dire par des praticiens vétérinaires que il y avait un traitement, une molécule notamment une molécule antiprotéase qui circulait, qui vient de Chine et qui circulait sous le manteau et qui est peut-être efficace contre la péritonite infectieuse féline. J'avoue que je ne sais pas. Cette question vous a été posée par Mélanie. Et Susanna vous demande, faudra-t-il vacciner certains animaux pour aider à stopper la Covid-19 et donc protéger ces animaux domestiques? Oui, et d'élevage, parce qu'elle parle également des visons. Donc, est-ce Bien qu'il sûr. faudrait vacciner un jour ou l'autre? Non, quand un animal est susceptible de servir de réservoir d'une maladie extrêmement grave ou qui peut être extrêmement grave chez l'homme, la règle sanitaire est d'abattre les animaux de cet élevage, ce qui est évidemment possible en médecine vétérinaire, pas en médecine humaine, vous vous en doutez, heureusement. Donc voilà, je pense que dans ce contexte, on n'envisagera pas une vaccination des animaux contre le SARS-CoV-2. À supposer effectivement qu'on trouve au cours des investigations futures d'autres espèces que le vison qui soient infectables et chez lequel il y a un processus d'endémisation possible du virus. Alors, ce risque d'endémisation possible, évidemment, beaucoup d'internautes posent la question, qu'est-ce qu'il en est donc de l'avenir de ce virus? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il devienne endémique? Et évidemment, ça pose la question de à quel niveau, avec quel niveau de sévérité, où pourrait-il être endémique, dans quelle région du monde, et puis surtout, donc à quel niveau? Non, encore une fois, on ne peut pas lire dans le marc de café, hein. Voilà, c'est clair pour l'instant, il y a deux espèces qui sont manifestement extrêmement vulnérables à ce virus, qui sont d'une part le vison et le furet, bien sûr, qui est également un vivéridé, et d'autre part, pardon, un mustélidé, et d'autre part un vivéridé comme le chien vivrin, qui est un animal qui est élevé dans d'énormes fermes en Chine,
pour sa fourrure. Donc ce sont effectivement, je pense que s'il fallait absolument, disons, cibler quelques espèces qu'il faudrait particulièrement surveiller de ce point de vue-là, c'est ce type d'espèces, d'animaux à fourrure. Mais le fait que le vison puisse être contaminé par l'homme et l'homme et le vison recontaminer l'homme, c'est ce qu'on appelle en anglais le spillback, hein, l'aller-retour, et donc la transmission en retour de l'animal à l'homme. Est-ce qu'on peut imaginer que le vison soit un animal sur lequel on doit exercer une surveillance, mais vraiment de tous les instants, dans la mesure où énormément de pays ont été confrontés au problème de l'infection par le SARS-CoV-2 du vison, les États-Unis, la Grèce, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, évidemment le Danemark et les Pays-Bas, vous en avez longuement parlé, la Lettonie et la Lituanie. Est-ce qu'on peut imaginer, et évidemment peut-être aussi la Chine, il y a quand même 26 millions de peaux de vison qui sont produites chaque année en Chine, bien qu'on ne sache pas, d'après le dernier rapport de l'OMS, si des visons ont été contaminés, puisque je crois de mémoire, ils ont essayé de chercher des anticorps et du virus, ils n'en ont pas trouvé, mais il n'y avait que 91 animaux sur toute la Chine échantillonnés, donc autant dire rien. Est-ce que vous pensez que les visons représentent vraiment une menace au vu de ce que l'on a justement observé dans ces pays, et notamment, encore une fois, au Danemark et aux Pays-Bas? Alors, en Europe, la préconisation sanitaire actuelle est que on abatte non pas tous les élevages, mais seulement les élevages qui sont infectés suite à une surveillance de l'élevage, en l'occurrence une surveillance passive, hein, par les vétérinaires qui jouent bien sûr un rôle important dans ce cas-là. En France, il y a eu 4 élevages de visons en France. Il y en a un qui a été infecté et il a effectivement été abattu et pas les autres. Donc ça, c'est une première réponse. Deuxième élément de réponse, j'ai entendu dire, mais c'est une source unique, quoique digne de foi, que les Chinois s'étaient débarrassés de toutes les fermes de visons et de chiens vivrains, suite précisément à la survenue du Covid. C'est tout ce que je peux dire sur cette question actuellement. Très bien. Au sujet des chauves-souris, Jean-Philippe nous demande comment parviennent-elles à tolérer ces coronavirus? Quid de leur système immunitaire? Décidément, je n'arrive pas à éteindre mon portable. Alors c'est peut-être, j'en ai parlé sans doute au moment où la connexion a été coupée, chez les chauves-souris, mais aussi chez un certain nombre d'espèces d'oiseaux et notamment les anatidés, les canards. Il y a un certain nombre de caractéristiques qui commencent à être assez bien étudiées du système immunitaire, à la fois inné et adaptatif, qui font que très souvent cette infection est effectivement inapparente. J'ai mentionné au passage, dans le cas des chauves-souris, une synthèse constitutive d'interférons. Il y a également un rôle de la protéine STING. Bref, il y a tout un ensemble de réactions immunitaires qui sont particulières chez les oiseaux et les chauves-souris. Enfin, certains oiseaux et les chauves-souris. Alors justement, on parle souvent du réservoir que constituent les chauves-souris. Vous avez largement insisté, il n'y a pas une seconde, de même que dans votre présentation, sur le rôle majeur que représentent également les oiseaux. Qu'est-ce qu'il en est, décidément? Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à couper mon portable. Je suis désolé. Ça y est, enfin. Désolé. Donc, Michel nous demande, quid de la diversité des coronavirus chez les oiseaux? Il précise qu'il y en a 10 000 espèces, sachant que la barrière d'espèces, ajoute-t-il, entre oiseaux et mammifères, elle n'est pas du tout étanche. Elle n'est pas du tout imperméable. Alors que les oiseaux, les chauves-souris, lequel réservoir? Le réservoir oiseau comparé au réservoir chauve-souris. Alors le réservoir oiseau, il est
comment dire, les investigations sur la base d'approches métagénomiques que j'ai mentionnées chez la chauve-souris, pour essayer de documenter précisément cette diversité des coronavirus chez les oiseaux, est quand même nettement moins avancée, on va dire, que chez les chauves-souris. Mais les premières études, qui ont quand même déjà commencé il y a quelques années, conduisent à estimer cette diversité chez les oiseaux comme étant à peu près du même ordre que celle qu'il y a chez les chauves-souris. D'accord. Il y a Jean qui nous demande également sur les oiseaux et les chauves-souris. Décidément, c'est vraiment quelque chose qui passionne. Est-ce que le fait qu'ils partagent plusieurs caractéristiques au niveau du comportement, au niveau de la physiologie, ne peut pas justement expliquer qu'en soi, ces deux groupes représentent des réservoirs viraux très importants? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui font que… Bien sûr, c'est un point sur lequel j'aurais peut-être dû plus insister, c'est que effectivement, ces deux catégories d'espèces, oiseaux et chauves-souris, alliées à l'extrême plasticité génomique des coronavirus que j'ai essayé de montrer, ces deux catégories d'espèces constituent évidemment un creuset idéal pour qu'il y ait apparition continuelle de nouvelles souches de coronavirus qui peuvent bien naturellement avoir des propriétés biologiques ou pathogènes différentes des souches antérieures. Le fait qu'elles puissent voler, le fait qu'elles puissent occuper des niches écologiques à distance, se jouer des obstacles que peuvent rencontrer des animaux terrestres, j'imagine que tout ça, ça a à voir avec le fait que… Ça fait partie des traits comportementaux qui sont communs à ces deux espèces réservoirs importants de coronavirus. Alors, je vous disais que ça a généré énormément de questions. Il y a Lyd qui me demande, chauves-souris et oiseaux sont phylogénétiquement assez éloignés et pourtant ces animaux sont des principaux réservoirs. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que… Ben non, tout ce qu'ils ont en commun, c'est que ce sont des vertébrés volants et qu'il y a probablement d'ailleurs dû à leur… Enfin, c'est ce que pensent certains, dû à leur métabolisme. Hein, c'est des espèces chez lesquelles la température corporelle est nettement supérieure à celle des mammifères. Voilà, tout ça fait qu'il y a peut-être une évolution un peu particulière chez ces espèces et que, je le répète, il y a des caractéristiques du système immunitaire qui font que la plupart des infections à coronavirus chez ces animaux sont des infections qui évoluent de façon quasiment silencieuse. Qu'est-ce que vous pensez des marchés des animaux sauvages, me demande Jean-Michel. Y voyez-vous un danger majeur en termes d'émergence de nouvelles maladies infectieuses? Ah oui, ça c'est clair que les vétérinaires savent depuis très longtemps que le mélange d'espèces, y compris le mélange, y compris d'espèces sauvages, est à l'origine de la plupart des pandémies qu'on a connues à l'heure actuelle. C'est le cas très nettement des épidémies de grippe qu'on a chaque hiver, avec des souches pour lesquelles il faut à chaque fois renouveler la valence vaccinale hiver après hiver, et qui sont des souches qui viennent de Chine, c'est-à-dire d'Asie en tout cas, des contrées où effectivement il y a une promiscuité plus grande que dans les pays occidentaux entre l'homme, le porc et les canards. Voilà, donc effectivement il y a le mélange d'espèces d'une façon générale, même si ce ne sont pas des virus qui réassortissent comme c'est le cas génétiquement, comme c'est le cas de virus influenza, est une prise de risque qui est très nettement identifiée. Et c'est clair que pour le SARS-CoV-1 en 2002, le marché vivant, comme on dit, on vend des espèces animales sur le vif, qui constituent une source d'alimentation exotique, où sont mélangées des espèces de toutes sortes, sauvages, non sauvages, et dans des conditions sanitaires souvent très dégradées, est évidemment une source majeure d'épidémie. Voilà. On revient, si vous voulez bien, à 1931, à cette fameuse épidémie dans le Dakota du Nord par l'IBV, par le virus de la bronchite aviaire. Est-ce qu'il existe un vaccin, nous demande Bénédicte?
Oh oui, non seulement il existe un vaccin, mais il existe des vaccins et ces vaccins, il faut les utiliser tous les ans parce que, comme je l'ai dit, les souches changent il faut donc utiliser, il faut donc avoir des valences vaccinales qui sont différentes d'année en année, pour lesquelles il y a d'ailleurs tout un système. Hein, les éleveurs s'assurent que qu'ils sont bien couverts lorsque la valence vaccinale, là où les valences vaccinales n'ont pas produit leur effet, etc., etc. Donc c'est vraiment un système très rodé. C'est pour l'instant la seule coronavirose animale pour lequel on utilise la vaccination Largamanu, sans laquelle il est impossible de contrôler la bronchite infectieuse aviaire actuellement. Il y a Jean-Jacques qui nous demande, peut-on risquer une épidémie avec un virus similaire au SADS, dont vous nous avez abondamment parlé, cette fameuse épidémie chez des porcelets en Chine qui est survenue dans la province de Guangdong en 2016. Et il se pose cette question dans la mesure où, comme vous l'avez vous-même signalé dans votre présentation, ce virus est capable d'affecter certains types de cellules humaines. Alors, est-ce que, comme vous l'avez dit, ça sert d'avertissement? Mais est-ce que ça sert d'avertissement peut-être dans les prochaines années? Bon, alors oui, je sais pas si oui, c'est un avertissement. Bon, le fait que le virus se montre apte à infecter des cellules de différentes espèces animales, y compris humaines, c'est une observation unique en laboratoire. Je n'ai pas vu qu'elle avait été confirmée par des laboratoires indépendants, mais c'est sans doute vrai. J'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Quelle était Je la vous question? demandais juste si c'est possible Oui, d'imaginer que en ce fait, virus puisse nous poser des alors, problèmes très sérieux dans l'avenir. bien sûr, la question, c'est complètement, la question est tout à fait légitime. La question s'est bien sûr posée de savoir si ce virus SARS était passé ou non chez les éleveurs, notamment, ou en tout cas chez les habitants qui vivaient à proximité de ces élevages. Alors, il y a eu une enquête sérologique et on a effectivement trouvé des anticorps qui sont dirigés contre des virus apparentés de chauve-souris. Mais semble-t-il, enfin, je veux dire, rien n'indique que qu'il s'agit des mêmes anticorps. Voilà. Donc on ne sait pas encore. Encore une fois, la chaîne de transmission n'est pas complètement élucidée. On ne sait pas comment ces virus sont passés d'une part chez le porc et on ne sait pas comment d'autres virus de chauve-souris ont potentiellement infecté directement les humains. C'est le premier cas documenté, semble-t-il, Directement ou de indirectement. coronavirus à un animal domestique via la Pardon? chauve-souris. C'est le premier cas documenté de coronavirus chez un animal domestique, le porc, via la chauve-souris. Absolument. Absolument. Euh, on vous demande, alors justement, il y a eu beaucoup de clusters de Covid-19 dans les abattoirs, puis d'une contamination possible des animaux d'élevage aux humains. Bon, alors dans les abattoirs, effectivement, il y a eu un problème. Je pense que la cause n'est pas complètement délimitée. Il est quand même possible que l'atmosphère extrêmement humide des locaux d'abattoirs y soit pour quelque chose. Ça, c'est un point. Deuxième élément de réponse, il y a eu, comme je l'ai dit, des infections expérimentales des bovins et des porcins, parce qu'évidemment, il était urgent de savoir si ces espèces qui sont proches de l'homme pouvaient ou non constituer d'éventuels réservoirs. Et comme je l'ai dit, fort heureusement, ces espèces disons, très peu réceptives ou répliquent très très peu le virus, sont très peu permissibles à l'infection par le SARS-CoV-2. D'accord. Donc, vous répondez à une question d'un internaute qui disait, mais pourquoi le SARS-CoV-2 pourquoi les bovins ne sont-ils pas sensibles au SARS-CoV-2? Vous nuancez en disant, ils le sont peu sensibles. Oui, si on regarde un peu, on trouve des traces de virus, voilà. Mais ça va pas. Je veux dire, un homme, il aura infiniment plus de chances d'être contaminé par un autre homme que par un bovin. Voilà, ça c'est une certitude. D'accord.
On vous pose également la question de savoir si la vaccination, c'est Robert qui nous pose cette question, si la vaccination ne va-t-elle pas créer une pression de sélection qui favorisera l'émergence de mutants résistants au vaccin? Bah, c'est une possibilité, mais comme j'ai essayé de le montrer avec ma dernière diapositive, il n'y a pas besoin d'une vaccination massive pour que des mutants d'échappement surviennent dans la population. Avec le virus dont j'ai montré l'exemple, le virus HCV 229E, donc un des 4 agents non pneumopathogènes respiratoires qui infectent l'homme saison après saison, enfin hiver après hiver, eh bien, il y a au fil des ans un phénomène d'échappement antigénique qui fait que des gens qui ont produit des anticorps contre une souche qui remonte à, mettons, 85-87, eh bien, ces anticorps, si on les reprend sur les virus qui surviendront dans le futur, c'est-à-dire maintenant, ne seront plus capables de les neutraliser. On peut peut-être ajouter sous votre contrôle qu'une situation qui n'est pas favorable en termes d'émergence de variants, c'est de faire une vaccination alors que la prévalence du virus est à l'incidence pardon, du virus est à un plateau si élevé. Oui, c'est clair qu'on est dans une phase, c'est clair que on est dans une phase critique où il y a à la fois une circulation intense du virus et une population, au sein d'une population qui commence à être en proportion immunisée, soit de façon naturelle, soit de façon vaccinale, mais j'ai l'impression non plus qu'on n'a pas tellement le choix. Il faut vacciner. Oui. Il y a Camilla qui nous pose la question, avez-vous une idée de la raison pour laquelle les épidémies humaines de coronavirus entraînent une symptomatologie respiratoire? Ah bah parce que les coronavirus en général, ils ont un tropisme qu'on dit épithéliotrope, c'est-à-dire ils préfèrent les cellules épithéliales, celles qui recouvrent nos muqueuses, et donc des muqueuses, on en a au niveau de l'intestin et au niveau du poumon, et c'est pour ça que les désordres engendrés par les coronavirus sont souvent des désordres soit respiratoires, soit entéritiques. Alors, une question visiblement d'une virologue, ou en tout cas d'une chercheuse. Claire Maëlle nous pose la question, est-ce que des modélisations in silico systématiques sont faites pour évaluer les risques de transmission des virus retrouvés chez des chauves-souris ou chez tout autre réservoir principal de virus à risque? Alors, on va expliquer un peu ce qu'est la modélisation in silico. C'est tout simplement de voir par voie informatique, bioinformatique, si l'enchaînement des acides aminés d'une protéine spike, de la spicule, la protéine S du virus, peut théoriquement se fixer sur ce que l'on connaît du récepteur humain, de S2. Ouais, c'est une bonne question, mais ceci dit, il y a pas que les expérimentations in silico qui sont effectivement faites. On peut simplement essayer de voir s'il y a un coronavirus comme celui qu'on suppose, disons comme les deux souches qu'on suppose être des progéniteurs du virus SARS-CoV-2 sont capables ou non d'exprimer des cellules humaines ou bien des cellules de chauve-souris dans lesquelles on a introduit le gène qui code pour la protéine ACE2 humaine et de voir si ces cellules deviennent ou non affectables. Ce qu'on sait clairement dans le cas du SARS-CoV-2, ce qui n'est pas le cas du SARS-CoV-1, mais dans le cas du SARS-CoV-2, les virus qui sont actuellement isolés sont capables, mais très difficilement, de reconnaître la CE2 humaine et donc d'infecter des cellules humaines. Voilà. C'est pour ça qu'on pense que, bien évidemment, ces virus ne sont pas ceux qui se sont transmis, disons, directement ou indirectement à l'homme via un autre intermédiaire putatif qui n'est pas encore identifié. Il y a En tout cas, Jean, voilà, c'est que les souches actuellement supposées, enfin disons qu'on considère comme, qui font penser que les chauves-souris rhinolophes sont des réservoirs, enfin disons des progéniteurs du virus SARS-CoV-2 pandémique, ne sont probablement pas ceux qui sont passés chez l'homme sans modification. très bien. Il y a Jean-Jacques qui vous pose la question, peut-on imaginer un vaccin à ARN messager pour protéger des espèces animales sensibles, sachant qu'il y a eu des essais de vaccination qui n'ont pas forcément été très concluants, me dit-il, contre le coronavirus du MERS chez les camélidés?
Est-ce qu'on Ah, peut imaginer de la même façon qu'aujourd'hui on dispose c'est de c'est vaccins ARN intéressant. messager C'est intéressant. pour les animaux? Je savais pas que ça n'avait pas été efficace contre le MERS. C'est effectivement intéressant, oui. Euh, je voudrais vous Et poser, troublant. Et troublant. il y a, Peut-être qu'il n'était bon, je sais pas. Peut-être qu'il n'était pas aussi au point. Je sais pas. Je sais pas à quand remontent ces essais de vaccins ARN anti-MERS. Est-ce que c'est déjà des choses qui ont été lancées en 2012 ou est-ce que c'est plus récent? Je ne sais pas. retarder la vaccination favorise-t-il l'émergence de variants? On a un peu répondu à cette question. Je suis pas la bonne personne pour répondre très précisément à cette question en plus. Personnellement, je pense que oui. Plus on attend, c'est une vraie course contre la montre. Non, mais dans la littérature, je vous assure que c'est un sujet extrêmement débattu, hein, quand Bien on voit sûr. des échanges qui se font dans des revues à fort impact sur ce sujet, c'est quand même pas une question à laquelle on peut répondre très facilement. Voilà. En quoi la production de médicaments antiviraux, nous demande Léon, serait-elle plus compliquée pour les coronavirus que pour d'autres virus? Alors, je suis désolé, j'ai pas entendu le début de la question. La production d'antiviraux pour lutter contre les coronavirus est-elle finalement plus compliquée que pour un autre virus, un autre genre de virus? Ou pas? Théoriquement, non. Théoriquement, non, c'est simplement que ça prend du temps. Rappelez-vous simplement le temps que ça a pris pour développer des médicaments antiviraux dans le cas du virus HIV. Donc c'est bien le problème, c'est que je ne suis pas le premier à le dire, mais s'il y avait eu un travail continu pendant les 20 années précédentes, euh, en essayant de chercher par exemple des analogues de nucléotides qui inhiberaient l'ARN polymérase, par exemple le genre d'études qui se font dans le labo marseillais de Bruno Canard, peut-être qu'on n'en serait pas à ce point. Est-ce qu'il y a des similitudes au niveau des signes cliniques entre la maladie provoquée par le SARS-CoV-2 et les coronavirus animaux? Vous avez un peu défini quelle était la symptomatologie, mais est-ce qu'il y a des similitudes, sachant que le SARS-CoV-2 est une maladie multivisage? Oui, pour les coronavirus qui induisent des désordres respiratoires, j'imagine effectivement, je suis pas du tout clinicien, qu'il y a des caractéristiques communes, oui, tout à fait, oui. Il y a Nicolas qui nous pose la question. C'est vrai que les modèles, disons, expérimentaux comme le macaque ou le hamster doré, par exemple, qui sont quand même des modèles expérimentaux qui sont très utilisés et indispensables pour faire progresser la recherche et la lutte anti-coronavirus, ne reproduisent pas exactement les symptômes respiratoires qu'on observe chez l'homme. Voilà. Il y a Nicolas qui nous pose la question, que pensez-vous de l'infection expérimentale volontaire avec le SARS-CoV-2 comme cela se fait au Royaume-Uni? Cela peut-il aider à définir la dose nécessaire à une infection, ce qu'on appelle l'inoculum minimum, ou encore tester de façon sécurisée traitement et vaccins? Alors évidemment, sur le plan éthique, ça pose de sacrés problèmes, mais qu'est-ce que vous-même, vous pouvez… Je pense que ce qui est pas éthique, c'est de laisser les gens mourir, hein. Donc je pense quand même que c'est à ce stade, peut-être dans un stade ultérieur, on pourra utiliser des dispositifs expérimentaux de remplacement qui feront pas nécessairement appel à des animaux, mais dans un premier temps, ces modèles animaux sont absolument indispensables pour faire progresser les connaissances et mettre au point de nouveaux moyens de lutte, hein. C'est vraiment indispensable. Quels sont d'ailleurs les principaux modèles animaux ou modèles cellulaires qui permettent de mieux étudier le SARS-CoV-2? On pense évidemment aux organoïdes. Bien évidemment, les primates comme le macaque sont un modèle préclinique, d'études précliniques indispensables pour essayer de voir à quelle drogue antivirale le virus pourrait, par quelle drogue le virus, par quels antiviraux le virus pourrait être inhibé, pour voir
combien de temps, s'il y a quels sont les corrélats entre certaines caractéristiques qu'on peut mesurer de l'immunité et le degré de protection accordé, combien de temps peut durer l'immunité, qu'est-ce qui se passe en cas de réinfection, etc. Voilà, il y a même voilà, c'est très important. Alors après, dans la mesure du possible, on évite de faire appel à des primates. Et un des modèles les plus utilisés, c'est effectivement le hamster doré, comme je l'ai dit, qui répond assez bien et qui est vulnérable, au SARS-CoV-2 et qui a déjà permis, par exemple, de préciser un certain nombre de choses, notamment le fait que l'anosmie est le résultat d'une destruction absolument massive des cellules de la cloison nasale, etc., etc. Au niveau des systèmes cellulaires, là, vous venez de nous parler des systèmes animaux, mais au niveau des systèmes cellulaires, des cultures d'épithélium, des organoïdes peuvent aussi aider à mieux comprendre et surtout évaluer certains traitements, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Je suis pas, je répondrai d'une façon générale parce que ça fait encore une fois, ça fait 20 ans que je travaille plus sur les coronavirus, mais bien sûr, les systèmes cellulaires, comment dire, il n'est pas rare qu'un certain nombre de molécules aient un effet antiviral puissant sur des cellules qui sont des cellules immortalisées, qui sont lignées, et que ce même effet ne soit pas reproduit, soit sur des organoïdes, soit sur des cellules dites primaires qui proviennent plus directement de l'organe, notamment par exemple des cellules des voies aériennes supérieures humaines. Donc c'est très important d'utiliser, en fonction de ce qu'on étudie, une gamme de systèmes cellulaires, soit des cellules immortalisées, soit des cellules primaires, soit même des organoïdes qui se rapprochent encore plus du tissu vivant. Les organoïdes dont on peut dire qu'ils sont des mini-organes qui Absolument, reconstituent une partie de l'architecture tout à fait. de l'organe qu'on cherche à reproduire in vitro. L'approche One Health a suscité énormément de questions. Vous êtes vétérinaire, donc on peut dire en deux mots ce qu'est l'approche One Health, c'est la santé globale, une seule santé, le monde vivant est un. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur votre idée de ce que devrait être donc cette façon de préserver à la fois la santé humaine, la santé animale et aussi la santé environnementale afin de nous prévenir, d'empêcher l'apparition de maladies infectieuses émergentes, voire de mieux les combattre dès le début? Oui, ce concept One Health, une seule santé, est un concept effectivement qui prend énormément de substance au fil des années et qui veut il faut que tous les mécanismes susceptibles de renforcer l'interaction entre le monde vétérinaire, médical, mais aussi les spécialistes de l'environnement soient activés pour effectivement à la fois lutter contre les phénomènes infectieux et à la fois chez l'homme et chez l'animal d'ailleurs. Donc c'est un concept auquel il importe vraiment de donner corps au cours des années futures et je pense que cette pandémie qui nous dévaste aidera vraiment à ce que les choses aillent dans ce sens. Ceci dit, peut-être d'avoir enfin un vétérinaire dans le conseil scientifique, non? il y en a un depuis quelques temps. C'est bien pour ça que je veux avoir votre avis là-dessus. Il était temps. Il était temps. Il était temps. Il y en a en Allemagne depuis le début de la En pandémie. effet. En effet. Donc, vous diriez, comme Jacqueline qui dit à quand la médecine humaine, vétérinaire, la virologie, la microbiologie, l'épidémiologie, la santé publique et les sciences de l'environnement ne font-elles qu'un pour combattre ces épidémies en ayant le souci du respect des écosystèmes? Je pense que vous pouvez être d'accord avec son avis. Non, il faut que chaque domaine garde un peu sa spécificité, mais il faut que les interactions entre les différents domaines soient nettement renforcées. Alors, on va terminer ce long live par une question de Fabienne, qui semble peut-être vous connaître, je ne sais pas.
Hubert, entre les prions et les coronavirus, lesquels sont les plus surprenants et déroutants, les plus dangereux? Bon, je crois savoir qui est Fabienne et je lui dis bonjour. Euh, Le nom de famille commence par A. oui, je lui fais même la bise alors, puisque c'est confirmé. Euh, oh, je ne sais pas si on peut répondre à cette question, mais c'est vrai qu'il y a quand même. Moi, j'ai vécu les deux crises, hein, les différentes survenues des coronavirus pneumopathogènes, d'une part, et la crise dite de la vache folle, avec l'annonce en 96 que cet agent était effectivement transmissible à l'homme. Donc, il y a effectivement un certain nombre de traits communs. Bon, d'abord, une immense perplexité, une véritable sidération, euh, une, une, une communication médiatique un peu chaotique quand même, euh, C'est le moins que l'on peut dire. un flot d'argent qui se déverse alors que ce qui est une bonne chose, hein, mais qui aurait été plus efficacement utilisé quand même s'il avait été mieux réparti au fil des années. Euh, de très grandes difficultés à démarrer des recherches sur la thématique et dans les deux cas, moi j'ai vraiment admiré la mobilisation de la communauté scientifique française, aussi bien sur les prions que maintenant sur le SARS-CoV-2. C'est pas facile de démarrer, c'est compliqué, c'est beaucoup d'efforts. Voilà à peu près ce que je peux dire. Après, sur la question de savoir si les prions sont plus dangereux, je dirais qu'ils sont plus vicieux. Mais à l'évidence, ils ont tué beaucoup moins de monde. C'est quand même des agents sur lesquels, alors effectivement, ils posent plus beaucoup de problèmes. Alors on pose souvent la question, alors les prions, on n'entend plus parler d'eux, etc. Et donc, bien évidemment, les robinets de financement ont tendance un petit peu à se fermer. Mais c'est quand même des agents qui restent, qu'il faut vraiment surveiller, quoi. Il y a encore on découvre sans arrêt de nouvelles souches de coronavirus. La découverte qu'il y avait des prions, pardon, des prions chez les cervidés sauvages au nord de l'Europe est quand même quelque chose d'assez nouveau. On ignore quand même tout au départ de leur capacité de transmission à l'homme. Donc, en gros, chaque fois qu'il y a une nouvelle souche, et il y en a une d'ailleurs qui a été découverte, je ne sais plus si c'est chez un camélidé, je ne sais plus si c'est le chameau ou le dromadaire, un nouveau prion qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques années. Donc à chaque fois, on doit se poser la question d'un potentiel zoonotique de ce prion pour l'homme, et c'est pour ça qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient experts dans le domaine, parce que je vous jure que ce n'est pas un domaine facile, et qui puissent répondre à chaque fois qu'il y a un problème nouveau qui se présente. Vous pourriez définir très brièvement les prions pour ceux qui n'en auraient peut-être jamais entendu parler de Oh, ces oh là, agents biologiques non conventionnels. on change Les carrément de domaine. coronavirus ont fait leur apparition dans l'espace médiatique, mais en tout cas, les prions, un temps au moment de l'encéphalopathie spongiforme bovine, mais d'un mot pour que les gens ne soient pas complètement déroutés par ces derniers propos. Euh, les prions, ce sont effectivement des agents transmissibles qui sont tout à fait atypiques dans la mesure où ils n'ont pas de génome, comme les virus ou comme les bactéries. Alors, comment se fait-il qu'ils manifestent des propriétés de souche, de tropisme de tissu, de tropisme d'hôte, etc., qui ressemblent à s'y méprendre à ceux des virus ou des bactéries, notamment en termes pathogènes? C'est extrêmement curieux. Ça se passe par l'utilisation d'une protéine qui est présente chez tous les individus de la création, y compris chez l'homme, notamment dans les tissus nerveux et dans le cerveau, qui est une protéine qu'on appelle la protéine 2 prion, qui est une protéine normale, qui a certainement un certain nombre de fonctions physiologiques qui sont encore pas complètement élucidées. Et cette protéine, de temps à autre, est recrutée par un prion de la même espèce, ou pas d'ailleurs, et qui transforme cette protéine à son tour en protéine anormale. Et donc, cet agrégat de protéines anormales s'accroît,
forme un prion qui n'est encore qu'un prion, mais ce prion est capable de se fragmenter et de donner naissance à de nombreux prions. Et c'est comme ça que les prions arrivent à se propager. Donc, recrutement d'une protéine normale qui est transconformée en protéine anormale, intégrée dans un agrégat de protéines qu'on appelle la protéine PRPSC pour Scrappy, qui était le nom donné autrefois à la tremblante par les Britanniques, qui est une des maladies à prions du mouton. Et ces agrégats se propagent dans les tissus ou d'hôte à hôte en se fragmentant et en induisant dans les cellules préférentiellement nerveuses des désordres que l'on connaît. On ne peut pas terminer. En tout cas, voilà, la grosse différence avec les agents infectieux classiques, c'est l'absence de génome. Pas d'acide nucléique pour donner des instructions. Les instructions viennent de la caractéristique de l'empilement des protéines anormales. On ne peut pas terminer ce live, Hubert Lotz, sans poser une question qui revient sans cesse, même si ce n'était pas le thème précis de votre conférence. Que pensez-vous de l'hypothèse de la fuite du SARS-CoV-2 du laboratoire de virologie de Wuhan? Oh là là! Je ne peux pas vous poser la question. Elle est revenue un nombre incalculable de fois dans les dernières questions. C'est une question assez chaude. Bon, il y a des gens qui s'y intéressent de très près. Hein. Il faudrait poser la question, par exemple, à Étienne De Crolly, qui fait partie des chercheurs qui ont quand même un peu creusé la question. Donc, je donnerai un avis qui n'est que le mien. Hein. À mon sens, ce n'est pas l'hypothèse la plus plausible, la plus parcimonieuse. Cela dit, je pense qu'on ne peut absolument pas l'écarter d'un revers de main. Et donc, c'est une bonne chose qu'un certain nombre de chercheurs se soient intéressés à la question. Ce que je pense, si vous voulez, ce que j'ai tendance à penser, c'est que c'est pas en scrutant, en s'arrachant les yeux sur la séquence génomique du SARS qu'on pourra savoir si oui ou non il est d'origine naturelle ou issu d'une fuite de laboratoire. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a entre les virus de chauve-souris que l'on connaît actuellement comme étant les plus proches parents de notre virus qui nous empoisonne la vie, SARS-CoV-2, ce sont des virus qui ont encore 4% de divergence au niveau du génome. 4% de divergence, si vous multipliez par 30 000 bases, qui est la taille du génome des coronavirus, ça fait encore 4 fois 3, 12, 1200 différences. Ces différences sont réparties sur l'ensemble du génome d'une façon qui semble tout à fait naturelle. Donc, c'est difficile d'imaginer que quelqu'un s'est amusé à modifier une par une ces mutations, enfin ces différences au niveau des nucléotides. Alors, cela dit, si on dit ça, ça veut dire que de quelque bout qu'on prenne l'affaire, ça implique, s'il y a eu fuite du laboratoire, à mon avis, que ce laboratoire ait manipulé et donc dissimulé un virus de chauve-souris ou plusieurs que l'on ne connaît pas à l'heure actuelle. Et donc la seule façon de savoir, ce serait de faire une inspection extrêmement approfondie du laboratoire en question. Donc admettez quand même que c'est assez violent et intrusif, surtout si les chercheurs du laboratoire en question sont hors de cause. Autre possibilité, c'est qu'ils aient effectivement que les modifications soient intervenues suite à une propagation du virus dans un hôte quelconque, une culture de cellules, etc., et que ça ait fait évoluer un virus de chauve-souris vers le virus SARS-CoV-2 qu'on connaît maintenant. Ça paraît quand même assez difficile à imaginer parce que le virus le plus proche, il a été isolé en 2013, et je vous ai dit, 4% de divergence, ça représente quand même quelques décennies de divergence évolutive. Donc il faudrait beaucoup de passages, beaucoup de temps, beaucoup de persévérance. Alors vous me direz, on peut utiliser des mutagènes pour accélérer les mutations. Oui, mais là encore, les différences entre les virus SARS-CoV-2 et les virus de chauve-souris qu'on connaît sont des mutations qui ne semblent pas issues d'un processus de mutagénèse. Bref, voilà pourquoi je dis que c'est plutôt une inspection du laboratoire qui permettra de répondre à la question.
Comme je l'ai dit, c'est quand même assez violent vis-à-vis des chercheurs du laboratoire en question. On peut se demander si un tel événement, si l'épidémie était partie d'un labo, enfin disons de France, et qu'on avait soupçonné un laboratoire quelconque, est-ce que cette enquête quasiment perquisitoire aurait eu lieu? Je pense que oui. Je pense que oui, compte tenu de l'importance des enjeux. Ça veut dire une perquisition, ça veut dire qu'on regarde les cahiers de manip, dont on est normalement pas censé arracher des pages. Ça veut dire qu'on regarde les registres de congélateurs, etc. Et comme ça, on a la réponse de savoir, enfin, disons, on a des chances d'avoir la réponse s'agissant de savoir si ce laboratoire a ou non manipulé discrètement ou une main maladroite a manipulé un virus que l'on ne connaît pas actuellement. Bon, est-ce qu'une telle perquisition, entre guillemets, a eu lieu dans le laboratoire de Wuhan? Je ne le sais pas. En tout cas, ça n'a pas été le fait de la mission OMS, dont les résultats, je trouve, ont été un peu pathétiques. Et je ne sais pas si cette perquisition a eu lieu. Ça veut dire qu'il y a un manque de transparence. Voilà, c'est regrettable, c'est fort regrettable. Ceci dit, manque de transparence, ça ne veut pas forcément dire fuite d'un laboratoire. Voilà. Est-ce que vous estimez, comme le patron de l'OMS l'a suggéré publiquement, qu'il faudrait envoyer une autre équipe avec des experts extrêmement spécialisés en recombinaison génétique, mais bien sûr, pas en épidémiologie, en santé animale, pour essayer de voir au plus près justement ce qu'il en est. Il faut qu'ils soient experts il faut des experts en tout, il faut des experts qui lisent le chinois, etc., etc. Il faut des écologistes, il faut, voilà. Il y a eu une tribune qui a été signée par les chercheurs que je mentionnais tout à l'heure, notamment français, qui préconise un certain nombre de moyens d'investigation, pas seulement dans le laboratoire en question, mais aussi sur un tas d'espèces, etc. Sur le terrain, dans des grottes, dans des c'est une tribune que je signerais volontiers, même si, s'agissant de la perquisition, il y a peu de chances que ça aboutisse. Soit que la perquisition aboutisse, soit qu'il y ait eu un résultat positif de la perquisition. En tout cas, voilà qui devrait satisfaire la curiosité de Manuela, David, Stéphanie et de bien d'autres internautes qui se posaient la question justement de savoir qu'est-ce qui avait bien pu se passer à Wuhan. Et vous nous avez répondu avec les éléments. Écoutez, je terminerai en vous remerciant chaleureusement de la disponibilité dont vous avez fait montre pendant ce live, ce très long live. Je vois l'heure, il est 20h34. Nous avons commencé à 18h38. Donc, merci à vous, Hubert Laude, merci aux organisateurs. Et puis, merci à vous, internautes, qui avez été excessivement nombreux à poser des questions qui, je l'espère, ont pu satisfaire votre curiosité dans la mesure où nous avions un virologiste émérite, passionné par les coronavirus, et vous en avez même un peu appris sur les prions. Donc, je suis doublement ravi d'avoir pu, satisfaire probablement la curiosité de nos internautes. Merci Marc Gozlan pour cette modération. Merci bien sûr aux organisateurs qui ont organisé cette présentation. Et merci aux auditeurs dont j'espère que je ne les ai pas épuisés. En tout cas, moi, je le suis. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonne fin de soirée, bon début de soirée et à très bientôt. Je vous signale que le prochain congrès aura lieu en avril 2022. Au revoir.